Bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous des conférences pratiques dentaires de l'UFSBD. En ce début d'année, car il est encore temps, je vous souhaite une heureuse et sereine année 2021. Ce soir, notre webinaire a pour titre «L'EBD 3 ans, pourquoi faire?» Une réflexion ou une question que j'ai quelquefois entendue au cours de réunions professionnelles et souvent accompagnée d'un à cet âge-là, les enfants, ils n'ont rien, on ne peut pas les examiner car ils sont trop craintifs, ou bien encore, je préfère attendre un petit peu. Donc, nous allons tenter ce soir de vous motiver à l'importance de cette consultation. Depuis le 1er avril 2019, l'assurance maladie a en effet enrichi le BD aux enfants de 3 ans dans la droite ligne du plaidoyer de santé publique de l'UFSBD qu'il porte depuis de nombreuses années sur cet âge clé. Cette jeune population peut paraître parfois un petit peu difficile à prendre en charge, mais en possédant quelques notions d'approche comportementale adaptées à leur jeune âge, la démarche devient simple et même valorisante pour l'omnipraticien. Ce bilan permet notamment de dépister la maladie carieuse précoce, mais aussi les anomalies de structure et les troubles orofaciaux, et assure la mise en place d'une thérapeutique appropriée et préventive. Pour nous aider, j'ai fait appel au docteur Romain Jacques, qui est chirurgien dentiste avec un exercice très dédié à la pédodontie dans son cabinet libéral d'Île-de-France, mais aussi à l'hôpital Louis Mourier. Romain est aussi un intervenant et un membre très actif de l'UFSBD. Avant de lui laisser la parole, je vous rappelle que vous pouvez nous poser vos questions en cliquant sur l'icône Q et R en bas de votre écran et on y répondra à la fin de la séance. Voilà. Romain, je te laisse la parole. Merci Xavier, bonsoir à tous. Merci déjà à l'UFSBD de m'avoir proposé d'intervenir sur ce sujet qui est le BD de 3 ans. Comme tu l'as dit Xavier, j'ai une activité libérale qui est depuis 2013 quasi exclusivement dédiée aux enfants. Et cette EBD de 3 ans, je l'ai vu dans mon activité changer petit à petit mon activité parce que c'est des enfants, en effet, avant 2019 qu'on voyait peu, bien que, et on va en revenir dessus, et qu'on voit petit à petit venir au cabinet avec leurs parents, avec les frères et sœurs. Donc, on va essayer de faire le point sur cette EBD, sur la mise en place, sur pourquoi est-ce qu'il est important. Hop là. Alors, est-ce que ça passe? Voilà. Parce qu'en effet, avant 2019, le slogan de l'assurance maladie, c'était les dents, en prendre soin maintenant, c'est en profiter plus longtemps. C'était à 6 ans, 9 ans, 12 ans, 18 ans, c'était peut-être pas encore à 3 ans. Parce qu'on peut se poser la question, le BD de 3 ans, pourquoi? Parce qu'il y a des besoins de soins au premier âge. On peut se poser la question des recommandations internationales et nationales. Quelles sont les difficultés d'information pour les parents et les conséquences sur le recours aux soins? Et donc ensuite, une fois qu'il a été mis en place cet examen bucco-dentaire, le décrire, comment il se présente, quels sont les tableaux cliniques et comment on peut faire, et enfin, quelle prise en charge comportementale on peut leur amener. Alors pourquoi une visite à 3 ans? Je vous ai mis quelques exemples pour tout de suite se rendre compte qu'à 3 ans, il peut se passer déjà plein de choses. On peut avoir des lésions carieuses précoces, comme chez ce jeune enfant qui a 3 ans et demi. On peut avoir des traumatismes dentaires. L'apprentissage de la marche est vecteur d'énormément de chutes et donc de traumatismes. On peut déjà avoir des troubles orthodontiques avec toutes les parafonctions, tout ce qui existe dans la bouche. Et enfin, on peut aussi avoir des anomalies de structure qui vont avoir des conséquences sur les 2 dentures. Donc rien que pour ça, la visite à 3 ans, elle peut paraître indispensable, mais malheureusement, pour le moment, elle n'y était pas encore. Donc là, j'ai repris aussi pourquoi une visite à 3 ans. C'est que les dangers, donc c'est un schéma de l'Association internationale de dentisterie pédiatrique. Les dangers d'une lésion carieuse, soit dent temporaire, elles ont une influence sur la santé orale, et ils disent bien des dommages sur la dent permanente, des risques carieux toute la vie, sur la santé générale, handicap, malnutrition, sommeil perturbé, sur le développement intellectuel de l'enfant, anomalies de parole, retard scolaire, mais aussi sur le développement social. Donc, la dent temporaire, c'est une dent qui est vraiment très importante dès 3 ans.
et donc qu'il peut y avoir donc une consultation assez précoce va permettre d'améliorer l'hygiène, d'avoir la mise en place d'un plan de suivi régulier, permettre une éducation de toute la famille à la santé bucco-dentaire, améliorer l'état de santé et développement social de l'enfant, et in fine aussi une diminution des dépenses. Pourtant, cette EBD des 3 ans, il n'existait pas jusqu'en 2019. Si on regarde un petit peu les recommandations, parce qu'il y a une première visite, est-ce que le BD des 3 ans doit être la première visite? Quand on regarde les recommandations internationales, la première consultation, elle est de la première dent jusqu'à 1 an. En France, la SFOP n'a pas de recommandation particulière, mais elle se réfère à l'Association internationale de dentisterie pédiatrique. Quand on regarde sur Google, on trouve des informations qui sont un peu aléatoires. Je vous le remontrerai par la suite. Dans le carnet de santé, on nous dit que la première consultation, elle est conseillée dès 3 ans. C'est compatible avec l'examen bucco-dentaire, mais pas forcément avec les autres recommandations. Quand on regarde donc une des références sur la stratégie de la prévention de la carie dentaire, qui date maintenant un petit peu, c'est bientôt 11 ans, on s'aperçoit que entre 6 mois et 1 an, il conseille un bilan des facteurs de risque carieux chez l'enfant, mais qui peut être fait par n'importe quel professionnel de santé. En revanche, à 3 ans, une séance de prévention bucco-dentaire est recommandée. Donc ça, c'était en 2010, et il s'est passé du temps jusqu'en 2019. Donc à l'époque, en 2010, le premier examen bucco-dentaire était uniquement à 6 ans. Quand on regarde quelques fascicules de départements, par exemple la Seine-Saint-Denis, eux recommandent une consultation plutôt précoce. Et enfin, bien sûr, quand on regarde les recommandations de l'UFSBD qui datent maintenant de quelques années, la recommandation, c'est une visite dès l'âge de 1 an. Pourtant, donc, comme je vous disais tout à l'heure, si on se met à la place des parents, quelle information est en fait disponible sur cette première consultation? Donc, je me suis amusé à faire une recherche sur Google en tapant première visite dentiste. Si on se place à la place des parents, qu'est-ce qu'ils trouvent? Et on s'aperçoit que l'information, elle est assez aléatoire, entre 3 et 4 ans, vers l'âge de 18 mois. Donc, Le Figaro, Info Bébé, Essentiel Santé, pour eux, c'est la première visite, c'est proposé à 6 ans, mais ça serait bien de le faire dès les premières dents. Baby France, c'est dès 1 an, donc là, on est plutôt compatible. Un site de dentiste, dès 1 an. Et si on en prend encore un autre site de dentiste, on s'aperçoit que c'est 3-4 ans. Donc, on voit qu'on a une information qui est très aléatoire. Si on se met à la place des parents, c'était difficile en fait de savoir à quel moment venir chez le dentiste. Dans la littérature, IEP en Australie nous dit qu'il y a 12% des sites australiens qui préconisent une consultation très précoce. Ensuite, si on s'intéresse à la réalité, est-ce que les enfants vont chez le dentiste en fait avant 6 ans, avant l'examen bucco-dentaire des 6 ans, qui existait jusqu'en 2019, qui était le premier, qui était un peu une référence. Une étude de l'adresse en 2015 nous montre que 53% n'ont jamais consulté un dentiste avant donc la grande section, avant les 5 ans. Et pourtant, ont des dents indemnes de carie, seulement 84%. En plus, avec un gradient différentiel en fonction du métier. Mais donc, ça fait quand même un enfant sur 2 qui n'a pas vu un dentiste. Plus récemment, donc c'est une évaluation de 2016 de l'UFSBD qui s'appelle Recours des enfants au cabinet dentaire des enfants et des adolescents, que vous pouvez retrouver assez facilement sur Internet. On s'aperçoit que toute la catégorie avant 3 ans, ça représente qu'une proportion de 2%. C'est très faible. Les 3-5 ans, on commence à avoir une augmentation de recours au cabinet dentaire. Et à 6 ans, une explosion, on va dire, comparée aux années précédentes, certainement liée à cet examen bucco-dentaire. Même schéma pour le premier recours, l'autre c'était dans l'année. Le premier recours, on voit exactement la même chose. La proportion d'enfants inférieurs à 3 ans est très très faible. On est donc en France autour de 10%.
et dans les Pays de la Loire, à peu près au niveau de la France. Donc, les consultations chez les enfants de 3 ans avant l'examen bucco-dentaire des 3 ans, c'est un recours qui est exceptionnel, qui est principalement des situations traumatiques. On n'a pas de conseils ciblés pour l'instant quand on a vu une information qui était disponible pour les parents. Et il y a aussi une méconnaissance des professionnels de la petite enfance sur la nécessité de consulter un dentiste. Il y a quelques années, une étude avec un assistant de la fac auprès d'internes en pédiatrie a permis d'essayer de leur demander ce qu'ils connaissaient des dents. Et notamment, une des questions, c'était à quel âge il faut adresser chez le dentiste pour la première fois. La plupart nous disaient 6 ans. C'était il y a 3 ans de ça, cette étude. Donc, ça veut dire que dans leurs études, c'est pareil, on ne leur conseille pas forcément d'adresser très tôt chez le dentiste. La première visite, ce n'est pas l'examen bucco-dentaire, mais tout de même, heureusement qu'elle a été créée, cet examen bucco-dentaire, parce que le principal objectif, déjà, on connaissait bien que le bilan des 6 ans marchait bien, parce que plus de 50% d'enfants de chaque année des 6 ans permet de consulter grâce à cet examen. Et ça permet de renforcer la prévention dès le plus jeune âge et forcément intercepter les maladies à un stade précoce. Je vais aussi vous donner il y a quelques années, une consoeur française a présenté lors de l'IAPD, du congrès, Congrès international de dentisterie pédiatrique, une évaluation du bilan des 6 ans, du MT-dent des 6 ans, une évaluation sur le recours. Une présentation qui permettait de montrer que la plupart des gens allaient chez le dentiste grâce à ça. La première question qu'on lui a posée une fois qu'elle a fini sa présentation, c'était mais pourquoi en France, la première visite est à 6 ans? Donc là, je vous avoue qu'on s'est senti un petit peu, les Français qui étaient dans la salle, embêtés parce que c'est difficile de leur répondre, le gouvernement a décidé que c'était 6 ans, alors que dans tous les pays autour, le premier examen obligatoire bucco-dentaire était plus précoce. Voilà pour la petite chose. Heureusement, on est revenu dans les cordes et cet examen bucco-dentaire MT-dent, maintenant, il a été mis à partir de 3 ans, donc depuis 2019. Il est sur le même schéma que l'examen qui existait déjà sur les 6 ans. Là, c'est une copie d'écran du site de la sécurité de amélie.fr et qui permet de bien rappeler ce que comprend l'examen MT-dent. Pour recevoir des enfants de 3 ans, tout d'abord, il faut le dire directement, il n'y a pas de besoin spécifique. Le matériel principal qui va être nécessaire, c'est un miroir. Le temps nécessaire, c'est à peu près entre 20 et 30 minutes. L'impact principal de cet examen des 3 ans, c'est d'essayer de faire rentrer l'enfant le plus tôt possible dans la démarche de prévention. C'est un examen qui est principalement préventif. Et en cas de problème, ça permet d'avoir une prise en charge précoce des maladies bucco-dentaires. Ça n'empêche pas d'avoir des recours plus tôt que les 3 ans, mais au moins on est sûr que ça incite à les faire venir. Il y a un impact secondaire quand même qui existe, et je pense que pour les omnipraticiens, c'est important de le noter et de l'avoir en tête, c'est que ça permet d'avoir une fidélisation importante de toute la famille au sein du cabinet dès le plus jeune âge. Je me souviens dès que j'ai commencé mon exercice orienté en odontologie pédiatrique, dès que j'ai commencé à prendre les enfants en charge, les parents derrière, une fois qu'ils ont vu que les enfants étaient bien pris en charge, la plupart des parents me demandaient « Mais vous êtes sûr que vous ne soignez pas les parents? Vous êtes sûr que vous ne soignez pas les parents ?» Autre anecdote comme ça, je me souviens d'un praticien qui m'a dit ne va pas exercer dans un cabinet d'omnipratique parce qu'il n'y a aucun des omnipraticiens autour de ton cabinet qui vont t'adresser des patients parce qu'ils vont avoir peur que tu leur voles les parents. Mais c'est vrai, en fait, dès qu'on prend en charge un enfant, on a déjà un petit peu la famille qui rentre dans le cabinet parce qu'ils vous confient quelque chose qui est très important, leur enfant en premier. Donc voilà pourquoi j'ai appelé ça impact secondaire et que c'est important d'avoir en tête aussi quand on est omnipraticien. Comment est-ce qu'elle va s'organiser cette consultation à 3 ans? Elle va être un petit peu différente des consultations plus tardives parce qu'en fait, si on regarde ce schéma que je fais et qui se révèle véridique à chaque fois que j'ai une consultation d'un enfant à 3 ans, c'est que 60% du temps, il est dédié à des explications et des conseils aux parents. Les 40 autres pourcents, ils sont dédiés à l'enfant,
Mais il faut s'imaginer, on va revenir un petit peu à la fin dans la prise en charge comportementale, mais un enfant de 3 ans, il a une attention qui est très très courte. Plus il va se passer de temps, plus il va être dissipé et moins ça va être, vous allez pouvoir faire des choses avec lui et vous pouvoir observer ses dents et pouvoir le voir. Les 20 premiers pourcents, c'est le familiariser avec l'environnement du cabinet dentaire. À 3 ans, 90% du temps, c'est la première fois qu'il vient chez le dentiste. Il a eu l'habitude d'aller chez le pédiatre, mais il a pu avoir des frères, des sœurs, il a pu avoir des parents qui ont dit que le cabinet dentaire, c'était un endroit horrible. Donc, il faut le familiariser et commencer, comme avec la petite photo avec le doudou, à lui montrer que lui aussi, il peut être acteur. 20% d'observation clinique, parce qu'en fait, il y a 20 dents à regarder. Ça peut être assez rapide. La plupart du temps, c'est assez rapide. En revanche, les explications aux parents, c'est là où c'est vraiment important de délivrer tous les messages de prévention pendant tout ce temps qui est possible. Je n'ai volontairement pas mis un temps de radiographie dans cette consultation parce qu'en fait, elles sont non systématiques. Parce que la plupart du temps, quand vous allez faire une observation clinique des 20 dents qu'on peut avoir en bouche à 3 ans, il y a des diastèmes interproximaux, donc on a un accès visuel aux faces proximales et aux faces occlusales des dents qui nous permet de diagnostiquer des lésions carieuses, des anomalies de structure ou autres. En revanche, c'est quand même indispensable si les diastèmes sont fermés, par exemple sur des bouches à 3 ans qui n'ont pas beaucoup de place. Si on a la présence d'une lésion carieuse qui va permettre, comme sur cette radio, il y avait les diastèmes fermés, ça nous permet d'évaluer la profondeur des lésions carieuses. Et bien sûr, s'il y a des antécédents de traumatisme, pour savoir si on a eu des conséquences, par exemple des résorptions anticipées assez précoces. La cotation d'ailleurs de l'examen bucco-dentaire va dépendre du nombre de radiographies. C'est sur le schéma exactement identique des autres âges, mais 100 radios, 30 €, 1 2 radios, 42, plus de 3 radios, 54 €. Une particularité, donc maintenant, quand on fait une radio panoramique, on peut coter l'équivalent de 4 radios à 54 €, mais il faut se rappeler que la radio panoramique, elle n'est pas indiquée chez les enfants de 3 ans, parce que ça ne va pas permettre d'avoir un diagnostic carieux dans un premier temps. La seule indication qui est possible tout de même sur la radio panoramique si jeune, c'est vraiment si on a des anomalies de nombre importants, si on a des anomalies d'éruption importantes, mais c'est des situations qui sont vraiment très rares. Alors, à quel moment de la journée est-ce qu'on va pouvoir les voir, ces enfants? Privilégier de les voir le matin, pour 2 raisons. C'est que l'enfant, il va être quand même beaucoup plus calme le matin. Le praticien va être aussi un petit peu plus en forme. Faire attention à l'heure de la sieste, sauf si vous aimez avoir des enfants grognons au fauteuil. Et le soir, attention, vous êtes fatigué, l'assistante est fatiguée, les parents, ils ont eu leur journée de travail, l'enfant, il a pu aller à la crèche toute la journée, ou parce que c'est entre 3 et 4 ans, donc, ou à l'école maternelle. Et donc, la fatigue fait que ça va être beaucoup plus compliqué d'avoir l'attention de tout le monde, que ce soit pour les conseils, que ce soit pour l'observation clinique. Alors, est-ce vraiment utile de faire une consultation si précoce? En fait, quand on écoute les parents, on se rend compte qu'ils font quand même un certain nombre de choses assez particulières, comme mettre du Coca-Cola dans le biberon, mettre du chocolat, s'endormir avec du chocolat dans le biberon, avec du lait encore à 3 ans. Même si Coca-Cola aimerait qu'on commence le Coca le plus tôt possible, comme cette pub qui a quelques années maintenant. Mais bien sûr, ils nous disent aussi qu'ils adorent les jus, les eaux aromatisées, les sirops, les boissons acides, ça, et les grignotages. Et enfin, ils nous répètent souvent qu'il ne veut pas qu'on lui brosse les dents. Et à chaque fois, j'ai un peu cette vision-là de l'enfant qui doit être comme ça chez lui, avec les parents en train de faire comme la poupée de ce film d'horreur. Quand on les entend parler, les enfants, alors qu'il est tout calme sur votre fauteuil, il est plutôt déchaîné, certainement quand on veut lui brosser les dents. Et en plus, c'est vraiment très utile parce que quelles sont les pathologies qu'on va pouvoir retrouver? La maladie carieuse en première intention, avec la différentes formes cliniques plus ou moins graves des caries précoces du jeune enfant, des lésions carieuses qui touchent principalement les incisives maxillaires dans un premier temps,
puis ensuite les dents postérieures, hein, c'est chronologique à leur éruption dans la bouche. La plupart du temps, ça ne touche pas les incisives mandibulaires, sauf dans des cas vraiment très avancés, où on peut avoir, à 3 ans et demi, 4 ans, déjà une bouche avec des lésions carieuses sur toutes les dents. Le plus important dans cette situation-là, c'est de faire un bilan étiologique, comprendre pourquoi il y a des lésions carieuses. Est-ce qu'il y a un allaitement prolongé? Est-ce qu'il y a un biberon prolongé? Est-ce qu'il y a des grignotages? Est-ce que les habitudes de vie font que consommer du coca est plus simple que toute autre alimentation? On peut réfléchir à beaucoup de choses. Chaque enfant étant différent, le bilan est très important. Et bien sûr, il faut une planification des soins par la suite. Cette première séance, elle est très importante de maintenir sans soin parce qu'elle va permettre deux choses, d'évaluer la prise en charge comportementale. Donc, dans l'examen bucco-dentaire, il n'y a pas de soins qui sont faits le jour même, hein, mais c'est encore plus important à 3 ans, s'il y a des lésions carieuses, de ne pas les faire tout de suite et de mettre en place une stratégie de contrôle de la maladie carieuse. Parce qu'il faut soigner ces lésions carieuses, mais il faut surtout éviter qu'elles récidivent et qu'on a 1 ou 2 ans plus tard des récidives de lésions carieuses. Une chose que je tiens à dire, c'est que les soins chez les enfants à 3, 4 ans, 5 ans, même un petit peu plus tard, ne nécessitent pas de matériel spécifique. Donc, j'ai une activité qui est orientée en odontologie pédiatrique. Donc, je reçois beaucoup de mes confrères qui m'adressent des patients. Évitez de dire que si vous ne vous sentez pas la compétence de le faire, évitez de dire que vous n'avez pas le matériel spécifique. Parce qu'en fait, les gens, quand ils arrivent au cabinet, qui voient que vous avez exactement tout le même matériel, ils ont un doute après sur ce que le premier praticien a pu dire. Voilà, vaut mieux, je pense, dire qu'on ne se sent pas à l'aise, qu'on préfère que ce soit par quelqu'un qui est orienté, mais le matériel spécifique, c'est exactement le même matériel. Le plan de traitement, il se fait plutôt par cadran. Il faut essayer d'avoir des séances le plus courtes possible, parce qu'un enfant, en fait, à 3-4 ans, ce qui va être le plus embêtant, ce n'est pas tellement la difficulté des soins, ça va être la longueur et la durée du soin. Les soins se font avec une anesthésie locale. J'ai encore vu aujourd'hui un enfant que j'avais soigné par le passé sans problème et qui a été voir un autre praticien entre-temps qui a soigné une lésion carieuse sans anesthésie locale. La maman est arrivée en pleurs en me disant ça s'est très mal passé, il hurlait. Juste en demandant s'il y avait une anesthésie locale qui avait été faite, la maman a dit non, non, il a attaqué direct avec sa turbine. Et l'enfant, je lui ai fait une anesthésie sans problème. Il était tout à fait d'accord. Le soin s'est passé dans de très bonnes conditions. Voilà, donc c'est pas parce que c'est des enfants qu'il ne faut pas passer outre l'anesthésie locale. Ensuite, donc des soins conservateurs qui peuvent être assez classiques, composite, pulpotomie camérale, coiffe pédodontique, des avulsions s'il y a des abcès, des mainteneurs d'espace, ça, si on peut les faire dans un deuxième temps. Heureusement, parfois, les soins peuvent être plus difficiles et on peut être amené à temporiser. Il y a toutes les techniques ce qu'on appelle ART, Art Restorative Treatment, telles que la technique de Hall, qui est la mise en place de coiffes sans enlever l'ensemble de la lésion carieuse. Le but étant de priver la lésion carieuse d'être alimentée en nutriments, les bactéries d'être alimentées en nutriments. Et donc, il y a un arrêt des lésions carieuses. Le silver diamine fluor, qui est encore un petit peu difficile à trouver en France, mais qu'on trouve, c'est un des constituants du Rivastar, qui est un désensibilisant. Ou bien les ciments vernionomères qu'on peut mettre après un curetage de la lésion carieuse à l'excavateur, par exemple, qui peuvent nous permettre de temporiser dans certaines situations. Un enfant qui est difficile de soigner à 3 ans, il peut être beaucoup plus facilement soignable quelques années plus tard. Parfois, malheureusement, on est aussi obligé d'avoir un recours à des sédations un petit peu plus importantes, des prémédications anxiolytiques type Atarax, par exemple. Le méopa, bien que souvent, 3 ans, 3-4 ans, on n'est pas encore dans les âges les plus réceptifs pour le méopa. Ou enfin, à l'anesthésie générale, qui se justifie, par exemple, comme chez cet enfant-là, où on avait un certain nombre d'extractions. Il a 3 ans et 2 mois, cet enfant. Il a eu 12 extractions. Il ne reste plus que 2 molaires en haut et une canine, avec des impacts assez importants.
Donc là, l'anesthésie générale revêt une importance importante. Autre situation chez ces enfants de 3 ans, c'est que fréquemment, ils ont des traumatismes, notamment au moment de l'acquisition de la marche. C'est principalement des luxations. Et lors de cet examen bucco-dentaire des 3 ans, on peut être amené à aller voir les conséquences et à planifier donc la surveillance et le suivi dans le temps des complications. Soit vous les avez vues au moment du traumatisme, soit on les voit uniquement un peu plus tard. Et c'est important de savoir conseiller les parents. La plupart du temps, c'est uniquement de la surveillance, mais ça peut avoir un impact sur les dents permanentes, donc il faut prévenir les parents. De même, le diagnostic orthodontique précoce, on peut avoir fréquemment des inversés d'occlusion, et il faut se poser la question de la déglutition, est-ce que les canines sont abrasées? Il y a une prise en charge précoce qui est possible par les orthodontistes. Tous les orthodontistes ne le font pas ou ne sont pas formés à le faire, mais c'est vraiment important de le prendre en compte, de l'observer, c'est surtout ça. Et si on a un doute, d'appeler un confrère en lui demandant est-ce que tu prends les enfants qui sont si jeunes? J'ai vu un inversé d'occlusion chez tel enfant, j'ai vu une déglutition atypique. C'est souvent lié tout de même à des parafonctions et notamment aux suctions non nutritives, avec en tête le pouce et la tétine qui sont quand même très très fréquemment retrouvés chez les enfants à 3 ans, et ça fait partie dans la discussion avec les parents. Quasiment la plus grande partie de la discussion, c'est comment est-ce que je fais pour pouvoir arrêter la tétine. C'est un petit peu comme la poupée de tout à l'heure. Les parents trouvent que voilà, c'est peut-être quelque chose qui est très très compliqué. Il n'y a pas de formule magique à leur donner, à part des conseils, et surtout essayer de les faire arrêter le plus tôt possible pour que comme ça, naturellement, on ait un retour, à une occlusion plus favorable, à une déglutition plus favorable. Il y a des idées qui existent, par exemple l'offrir au Père Noël. Là, on vient de passer les vacances de Noël, mais il y a énormément de parents qui essayent de le mettre au pied du sapin de Noël. Le passage à l'école, c'est des choses qui peuvent marcher. Miser sur l'autonomie, sur la croissance des enfants. Mais c'est vraiment quelque chose qui est assez difficile et qui est retrouvé dans ces consultations de 3 ans de façon beaucoup plus fréquente forcément qu'à 6 ans. Deuxième partie de l'examen bucco-dentaire, après avoir fait toute la partie examen clinique, d'avoir diagnostiqué s'il y a des pathologies, c'est transmettre un message, et notamment un message de prévention. J'ai identifié principalement à 3 ans, deux parties clés de messages à faire passer. D'une part, le brossage, et notamment leur faire passer le message que c'est 2 brossages par jour. La plupart des parents, quand ils arrivent et que vous leur posez, donc parmi l'anamnèse, parmi la familiarisation, dans tout ce qu'on peut parler aux parents, c'est leur demander qu'est-ce qui se passe, comment ils se brossent les dents. 90% des gens à 3 ans, c'est un brossage par jour le soir. Mais ils savent qu'ils font une erreur parce qu'ils vous disent en préambule, désolé, hein, mais on ne fait que le soir. Donc voilà, il faut essayer de trouver avec eux des solutions pour pouvoir mettre en place un brossage le matin, le dentifrice fluoré et la supervision des parents. Je veux laisser mon enfant autonome. J'ai lu dans tel livre qu'il fallait le plus tôt possible, il soit autonome pour tout. Ouais, pour le brossage, il y a peut-être des choses qu'on peut faire un peu plus tard. Et deuxième chose, l'alimentation. Comme on l'a vu tout à l'heure dans le bilan étiologique des lésions carieuses précoces, attention aux prises alimentaires multiples dans la journée, à l'allaitement ou au biberon à la demande, à l'endormissement par exemple au biberon. On peut faire référence à manger, bouger, au message de prévention qu'on entend systématiquement à la radio, à la télévision. Pour t'aider et pour pouvoir essayer d'en discuter avec les parents, le carnet de santé à 3 ans, il est quasiment tout le temps avec les parents. C'est un support d'information qui est bien connu, bien référencé. Ils l'ont déjà feuilleté. Ils sont déjà tombés certainement plusieurs fois sur cette page. Et c'est vraiment une bonne base de discussion avec eux. Il y a aussi des fiches conseils qui existent. Les fiches de l'UFSBD sont très bien faites sur le sujet. On peut aussi aller regarder les fiches des commerciaux. Donc là, j'ai mis celle de Colgate, j'ai mis celle de Oral-B.
Il y a des flyers spécifiques qui existent, il faut en demander, ils en ont pas mal et généralement l'information est assez bien faite et c'est vraiment des supports qui vont vous permettre d'expliquer aux parents en quoi c'est important. Il y a aussi des vidéos qui existent. Alors là, c'est une petite vidéo c'est une petite vidéo qui est de Conseil de l'ordre des dentistes québécois que j'aime beaucoup parce que cette dentiste explique vraiment comment et il montre vraiment comment placer, par exemple, l'enfant en tenant les deux parents. Et ça donne vraiment une façon voilà, de discuter avec les parents. Donc, bien leur expliquer 2 fois par jour, que papa, à l'enfant, on lui explique que c'est papa ou maman qui brosse les dents, on essaie de les onomatoper, les bruits de brosse à dents, les choses comme ça. On peut difficilement lui expliquer directement. Pour les parents, donc, ils vous expliquent qu'ils ont souvent plein de difficultés, ils ont peur de faire mal, il faut bien sûr les rassurer. Encore une fois qu'ils sont un petit peu plus grands, parce qu'on les voit à partir entre 3 et 4 ans, c'est le début de l'autonomie, donc bien sûr, ils doivent commencer à pouvoir brosser. Il y a pour les parents une difficulté qui s'ajoute, c'est qu'ils sont beaucoup dans l'opposition et donc ils veulent de plus en plus faire tout seuls, mais quand même, ils aiment bien le jeu. Donc essayer de bien profiter, d'essayer de jouer avec eux, de leur montrer. Et bien sûr, de leur expliquer qu'il n'y a pas d'autonomie complète tant qu'ils ne savent pas complètement écrire. Et ça, c'est vraiment une donnée importante. Donc là, c'est un peu le même. Sur YouTube, on retrouve, hein, c'est la même dame au Québec, avec malheureusement, il n'y a pas le son, mais elle a un accent qui est assez intéressant à écouter et qui explique très bien avec les positions, qui explique qu'il faut déjà passer le fil dentaire aussi entre les dents, donc la soie dentaire. Donc ça, si vous les voulez, ces vidéos, je pourrais vous redonner les liens sur YouTube, qui sont très intéressants. Mais comme le son ne passe pas, on va passer. Ne pas oublier dans ces données que il y a le fluor qui a une importance importante. Et l'année dernière, il y a eu un colloque sur le fluor et il y a eu des nouvelles recommandations de l'UFSBD en fonction du risque carieux et aussi en fonction de la concentration en fluor dans le dentifrice. Et si on se réfère donc à l'âge qui nous intéresse, à l'examen bucco-dentaire dès 3 ans, on se rend compte, donc on est pour un risque carieux faible, à une trace de dentifrice à 1000 ppm, et ensuite à un petit poids de dentifrice à 1000 ppm. Et pour les risques carieux élevés, un petit poids de dentifrice à 1000 ppm entre 2 et 3 ans, et 1450, donc plutôt les dentifrices juniors, si on a un risque carieux élevé. Donc ne pas hésiter à en parler avec les parents. Rassurer aussi les parents sur le fluor, leur expliquer en quoi consiste le fluor. Vous aurez beaucoup de questions sur je veux un dentifrice bio qui n'a pas de fluor, je veux quel est le dentifrice où il y a le moins de produits problématiques. Et donc, je pense que je passe toujours, moi, quelques minutes à bien leur expliquer en quoi le fluor est important et en quoi c'est peut-être la chose la plus importante après l'action mécanique du brossage. Donc ça, cette fiche, vous pouvez la retrouver sur le site de l'UFSBD. Donc l'examen bucco-dentaire, c'est avant tout un accueil de l'enfant et de sa famille, une observation clinique en connaissant les particularités de développement corporel, une information qui doit être simple et adaptée à chaque enfant, mais aussi à chaque parent, parce que vous allez avoir des parents qui vont plus ou moins poser des questions, il va y avoir des parents qui vont plus ou moins être techniques, d'autres où il faut que le discours soit beaucoup, beaucoup plus simple. Et dès maintenant, planifier les futurs suivis. Leur expliquer que la prochaine visite après les 3 ans, ce n'est pas l'examen bucco-dentaire des 6 ans, mais c'est tous les ans à partir de maintenant. Et donc, pour réussir à faire ça, et ce sera la dernière partie de ma présentation, je pense que je suis dans les temps, c'est comment est-ce qu'on peut réussir à faire cette séance. Parce que forcément, un enfant de 3 ans, ça bouge, ça peut crier, ça peut plein de choses qui peuvent faire peur aux praticiens, et pourtant, en fait, si on essaye un petit peu de les comprendre, et si on peut avoir quelques petites techniques, ça peut permettre de faciliter la prise en charge. Je vais revenir sur quelques petites données pour essayer d'avoir quelques clés. Principalement la communication, des petites techniques de contrôle du comportement et une relation, bien sûr, qui soit centrée sur l'enfant pour faciliter cette approche.
Déjà, l'enfant, quand il arrive dans votre cabinet, il voit ça. Il voit le dessous de votre fauteuil, il voit quelque chose avec plein de tiroirs, avec plein de machines, avec tout un univers qui est inconnu. Moi, ce que je trouve qui est intéressant, c'est que même si on est en omnipratique, on peut avoir dans son placard, un petit peu comme je fais là, hop, voilà, je sors un petit cadre avec Superman, je sors des petites lunettes de soleil, parce qu'il ne faut pas oublier que nos cialytiques, ils sont avec une lumière qui est très forte. Il y a un certain nombre d'enfants qui sont assez sensibles à la lumière. Le fait de pouvoir proposer, déjà, il se sent un petit peu compris. En tout cas, il a eu l'impression d'avoir eu une référence. Ça peut être Superman, ça peut être Cars. Connaître quelques petits dessins animés. Donc ça, déjà, c'est pour l'environnement. On n'a pas besoin d'avoir des peluches partout pour prendre un enfant en charge. Dans sa façon de communiquer, il faut vraiment essayer de ne pas faire ce que je suis en train de faire, de ne pas mettre de négation. Toujours parler avec un message positif. Et pourquoi ne pas mettre de négation? Parce que si je vous dis ne pas penser à un éléphant rose, c'est la première chose à laquelle on pense. Un enfant, si on lui dit tu ne vas pas avoir mal, la seule chose qu'il va entendre, c'est le mot mal. Donc, toujours essayer d'être dans des messages qui sont positifs et sans négation. Éviter tout ce qui est parole de réassurance, tu vas t'en sortir mieux après ou des choses comme ça. On essaye d'expliquer par les images, on essaye de mettre avec des mots qui sont adaptés à son âge. Par exemple, l'aspiration, on va plutôt l'appeler une paille. Il a l'habitude d'aller boire à la paille, même à 3 ans, ils peuvent commencer, un petit peu plus pour après. Si on doit faire des radios, on ne va pas appeler l'appareil de radio, on peut dire que c'est un appareil photo, il a l'habitude de faire des photos avec ses parents. Et voilà, tous nos instruments, on peut les renommer. La turbine et le contre-angle, c'est un petit peu bizarre comme mot, ça peut s'appeler des balais, des douches, voilà. Si on renomme ces instruments, déjà, on s'adapte un petit peu plus à l'enfant. Pareil, si on ne veut pas créer, donc pour illustrer, pour ne pas créer de mots, il vaut mieux essayer de choisir des bons mots. Donc, tu ne vas rien sentir, c'est des négations, c'est presque fini. Il n'a pas la notion forcément du temps à 3 ans. Tout ira bien, ça voudrait dire que ça pourrait aller mal aussi. Mais on va plutôt aller leur dire, on va jouer à regarder les dents, on va compter les dents, on va mettre les parents dans le jeu. Parce que si on dit combien de dents, tu as combien de dents, mais plutôt si on va dire à maman combien tu as de dents, on inclut maman aussi dans l'observation clinique. On va faire une photo, tout plein de petites choses comme ça, en modifiant un petit peu notre vocabulaire et notre façon de parler qui permettent d'y aller. Mais il y a aussi toute la partie non verbale, c'est-à-dire que si vous êtes stressé au moment où vous allez prendre cet enfant de 3 ans, l'enfant, c'est un buvard d'émotions, donc tout de suite, il va le ressentir. Si vous avez eu je sais pas, par exemple, fait une couronne chez un patient, ça s'est mal passé parce que vous avez dû faire 5 fois l'empreinte et le patient, vous le faites revenir parce que ça saignait et votre empreinte était encore mauvaise, vous êtes énervé. L'enfant qui est derrière, ça, il ne peut pas savoir pourquoi vous êtes énervé. Et forcément, il va sentir que vous avez peut-être un petit peu moins d'attention pour lui. Et c'est aussi pour ça que je conseillais d'être plutôt le matin un petit peu plus frais pour les prendre en charge. Bien se mettre à sa hauteur, rien que le fait de s'accroupir à sa hauteur pour l'accueillir dans le cabinet, il se sent tout de suite c'est plutôt orienté vers lui qu'orienté vers ses parents. Par ailleurs, dans la communication, la distance de communication va avoir un impact parce que vous allez petit à petit rentrer dans le cercle le plus intime. Ça veut dire que on est quand même, d'ailleurs, on le dit souvent en ce moment, on n'a pas de masque, on est très très proche des patients. Le patient, on n'a pas de masque et on est très très proche d'eux parce qu'en fait, on rentre vraiment dans la sphère la plus intime. On est au début de la consultation à la porte, donc très écarté, il est encore très proche de sa maman et petit à petit, l'enfant à 3 ans, vous vous rapprochez de lui jusqu'à rentrer, alors que vous êtes encore un étranger, dans le cercle le plus intime et avec les mains dans sa bouche pour pouvoir aller regarder. Donc cette distance de communication, il faut petit à petit rentrer, petit à petit lui faire comprendre que vous vous rapprochez de lui. Il doit aussi être considéré comme quelqu'un
à part entière, hein, ce n'est pas un tout petit, il faut vraiment, on peut leur parler des tout petits, on peut leur expliquer ce qu'on est en train de faire, on peut même leur parler avec des mots compliqués, ils peuvent comprendre. Et ils ont surtout plein de ressources et il ne faut pas hésiter à les monopoliser. Les monopoliser principalement par le renforcement positif, en encourageant une dynamique, en valorisant toutes les petites actions, en leur disant qu'ils sont très courageux, en leur disant qu'ils s'en sortent très très bien. Même s'ils hurlent, lui dire qu'il a quand même réussi à faire un effort, parce qu'il n'y a aucune séance qui se passe mal. Même si même si c'est des hurlements. Et donc, ça permet d'encourager une vraie dynamique pour l'enfant et de progresser avec lui dans ce sens-là. Autre outil qui est vraiment le plus important à 3 ans, ça va être la distraction. Ça veut dire que ça va permettre de détourner un peu l'enfant sur quelque chose de positif. Vous voulez aller regarder les dents. Si on peut essayer de le monopoliser son attention sur autre chose que uniquement je mets mes mains dans sa bouche, si par exemple on peut monopoliser sur Cars, sur faire comme la Reine des Neiges, sur regarder une vidéo ou un dessin animé, c'est de la distraction, ça permet de les surprendre, ça permet de laisser un petit peu plus de souvenirs agréables et c'est très très efficace pour diminuer la douleur aussi quand il y en a, notamment au moment de l'anesthésie. Ne pas oublier qu'il faut bien expliquer le soin et ce n'est pas parce qu'on distrait qu'on cache ce qu'on est en train de faire. Si vous voulez aller un petit peu plus loin dans la distraction lors des soins, il y a l'association Sparadra qui a un trait que vous pouvez retrouver sur YouTube, qui a une vidéo très intéressante sur la distraction des enfants lors des soins, avec vraiment la prise en charge, le côté scientifique et de la distraction. Mais c'est vraiment quelque chose qui est important et qui est très efficace. Autre chose assez efficace, surtout chez les enfants qui ont 3 ans, pour l'examen bucco-dentaire des 3 ans, c'est la modélisation. C'est le fait que l'enfant, vous allez lui prendre son doudou, il va le poser sur le fauteuil et il va essayer de le soigner. Hier après-midi, j'ai encore soigné un panda comme ça. Et le panda, alors ce qui était assez amusant, c'est que j'ai regardé les dents de la petite fille et à la fin de la consultation, elle me dit « Mais t'as pas regardé mon panda ?» Et le papa m'a rappelé qu'en fait, la fois d'avant, un an plus tôt, j'avais commencé par son panda et ensuite j'avais regardé la petite fille. Et c'est vraiment quelque chose, comme ici, ils peuvent s'identifier, ils peuvent aussi le faire, ou bien chez une grande sœur, hein, comme dans la situation en bas à droite. Ça permet vraiment d'avancer et pour les enfants de s'identifier à ce qu'on est en train de faire pour eux. L'enfant autour de 3 ans, il y a des difficultés particulières, donc qui sont l'angoisse de séparation, l'absence de coopération vraiment consciente, la peur des stimulus. Et vraiment, les clés pour réussir, c'est encourager le parent à parler, interagir avec lui. Le raisonner, ça ne marche très très peu. Voilà, à la fin de la consultation, toujours expliquer, rassurer, informer. Il y a pas mal de vidéos qui peuvent permettre. Peppa Pig, c'est quelque chose qui m'a sauvé un certain nombre, qui est en bas, la Peppa Pig chez le dentiste. Ça m'a sauvé un certain nombre de consultations parce que je me suis transformé en monsieur éléphant. Et tout à l'heure, je parlais de la distraction. Quand vous dites à l'enfant non, mais je fais comme monsieur éléphant et qu'il a déjà vu cette vidéo, tout de suite, il se dit ah mince, pas mince, mais ah super, le dentiste connaît aussi monsieur éléphant. En fait, c'est le même monsieur éléphant il va me passer les râteaux. Voilà. Pour les gens qui ont déjà vu cette vidéo, ça peut évoquer des choses. Caillou est un petit peu plus technique là au milieu, mais il permet pareil aussi d'expliquer la radiographie, les soins, le brossage. En conclusion, l'examen bucco-dentaire des 3 ans, elle existe maintenant donc depuis avril 2019. Dans ma pratique personnelle, moi j'ai vraiment vu une très forte augmentation des consultations pour ces patients-là. Je les voyais, comme je disais tout à l'heure, principalement avant dans des situations traumatiques ou dans des situations où il y avait des lésions carieuses très importantes. Et là, j'ai vraiment l'impression de voir de plus en plus d'enfants où on peut mettre une vraie démarche de prévention qui n'ont pas encore de lésions carieuses et où la démarche de prévention des parents permet d'éviter par la suite des lésions carieuses. C'est parfois en effet un examen clinique qui est aléatoire, mais qui dure peu de temps, il y a peu de temps à regarder, et il peut aussi dépendre du contexte médical et familial. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est que c'est surtout une séance de prévention où les parents sont assez attentifs
est assez demandeur d'informations. Et je pense qu'il faut vraiment prendre le temps de leur donner ces informations et parce que ça va c'est ça qui va être gagné pour la suite. Voilà, merci de votre attention. Et donc, on peut finir cette présentation par les soins, en prendre soin maintenant, dès 3 ans, et en profiter donc plus longtemps pour faire la boucle. Merci Romain, merci toutes tes petites astuces que tu as pu nous apporter et des éclairages sur cette EBD 3 ans. Donc en effet, l'UFSBD préconise dès l'âge d'1 an, hein, mais dans la population, c'est plutôt le 3 ans qui commence quand même à faire son chemin parce que selon les chiffres de la CNAM, en 2020, le taux de recours à l'EBD 3 ans est quand même de 20,47%. Donc, c'est assez important, même si en plus, il y avait ces 7 semaines de confinement où les cabinets étaient fermés. Donc, c'est plutôt un chiffre encourageant, avec cependant des grosses disparités entre les départements. Moi, je retiens beaucoup de choses de ta présentation, surtout faire attention à l'horaire, peut-être, donc faire passer le message à nos assistantes sur lorsque le parent dit que c'est pour un bébé de 3 ans, d'essayer plutôt de le positionner en début de journée. Que j'ai bien aimé ta remarque sur le matériel spécifique, parce que c'est vrai qu'on a pas mal de confrères ou consoeurs où on peut avoir cette réflexion d'insister sur le jeu. En principe, pour un EBD, lorsqu'on a un soin à faire, lorsqu'il n'y en a qu'un seul, il est possible toujours de le faire dans la séance. Mais du Ouais, coup, je n'ai pas abordé, c'est vrai, ouais, cette spécificité, parce que je n'ai pas voulu rentrer dans le détail. mais même si on voit qu'il y a un petit soin à faire, est-ce que pour toi, il est quand même préférable de le différer dans la mesure où c'est un jeune enfant, que ça a été cette première approche, ou tu penses que c'est un peu variable en fonction de l'enfant? Est-ce que tu as quelque chose Moi, je préfère tout. S'il y a un soin, je me dis qu'il y a certainement des habitudes des habitudes à corriger. Le fait d'avoir une deuxième séance, elle me permet déjà de me concentrer sur cette séance de prévention et elle me permet surtout d'évaluer lors de la deuxième séance si ce qui était problématique a été corrigé. Parce que c'est vrai que c'est bien toujours de faire une évaluation. Est-ce que si on fait le soin tout de suite et que, alors par exemple, l'enfant est arrivé avec plein de plaques dans la bouche, on voit qu'il y a une lésion carieuse qui est relativement petite et on se dit, ah bon, il est super sage, il est super bien et je vais la soigner tout de suite parce que j'ai un petit peu de temps, parce que le patient d'après a annulé. Mais si au final, on n'est pas sûr que le message est passé derrière du brossage, je pense que c'est un petit peu dommage. Ouais. Voilà, donc j'aurais tendance à dire pourquoi pas chez un enfant qui est en effet très sage où on n'a pas peur que c'est corrigé. Et encore, en fait, chez tous les Ouais. enfants, il faudrait corriger. Donc, Après, quand même prendre le temps de poser les bases moi, je pense qu'il faut, voilà, si la sécurité sociale l'a conçu de cette manière, je pense que c'est aussi pour qu'on puisse avoir un temps d'évaluation déjà d'avoir le temps de leur expliquer et Ouais. de profiter de la séance d'après pour évaluer si les remarques qu'on leur a fait sur le brossage, sur l'apprentissage, en fait, c'est un apprentissage hein, qu'on leur fait, a Oui. été bien assimilé pour voir s'il faut qu'on refasse encore un enseignement ou si c'est suffisant. D'accord. Lorsqu'on est omnipraticien, on a un fauteuil qui est le fauteuil pour adultes, hein, et donc qui peut être peut-être plus impressionnant qu'un fauteuil de chez un pédodontiste qui va être plus petit. Donc là, nous, on a vu, selon tes diapos, tu as quand même un fauteuil de taille classique. Donc, J'ai toujours exercé avec un fauteuil de taille classique. et du coup, est-ce que tu ressens justement une peur, une peur plus importante parce que le fauteuil est grand et comment du coup, on a vu que tu faisais asseoir d'abord une peluche sur le fauteuil. Est-ce que c'est donc du coup ta méthode pour essayer d'apprivoiser un peu l'enfant à ce matériel? C'est une des techniques. Après, pour chaque enfant est bien sûr différent. Il y en a qui vont sauter sur le fauteuil, il y en a qui vont rester éloignés, il y en a qui vont vouloir qu'on regarde sur les genoux des parents, il y en a qui vont vouloir qu'on les regarde
Sur la chaise à côté, j'ai fait plusieurs consultations en n'étant pas sur mon fauteuil, mais sur la chaise à côté du bureau parce que le fauteuil était beaucoup trop angoissant dans un premier temps. Je pense que malheureusement, il faut qu'on c'est parfois difficile de s'adapter, mais on est un peu obligé de s'adapter à voilà. C'est vrai que les fauteuils dentaires pour enfants, il en existe sur le marché. Il y en a des très drôles. Si on va sur Alibaba et qu'on tape dental pédiatrique cher, on trouve des trucs avec des dinosaures qui sont assez géniaux. Mais nos fabricants, ils n'en ont pas conçu comme ça. D'accord. Après, ils sont pas si perdus que ça hein, sur nos grands fauteuils, si on les allonge bien, si on leur explique que c'est un manège, en fait, ils sont assez à l'aise quand même. Moi, Ouais. je trouve que voilà, c'est pas un frein, hein, ce grand fauteuil. Si on le présente donc avec la peluche, si on le présente comme un manège, Ouais. après, si c'est tout ça marche. Alors, on a une question d'une spectatrice qui demande quels sont tes trucs et astuces pour présenter l'anesthésie de façon ludique. Il y a pas 50 milliards de choses. Bon, déjà, ne pas oublier, donc pour l'anesthésie, on va éviter de l'appeler piqûre. Bien sûr, je pense que ça paraît normal, mais là où il faut se méfier, donc on n'a pas parlé de la présence des parents, notamment pendant les soins, pour pas alourdir non plus le propos qui était, mais donc il y a un certain nombre de mots qu'on évite de dire. Le mot piqûre, bien sûr, en font partie. Faut se méfier des parents qui sont juste à côté, qui vont le lâcher à un moment ou à un autre. Je préfère utiliser les mots, donc pas oublier l'anesthésie de contact en premier. Ça, c'est la petite pommade qui va... Voilà, la pommade, la crème, on met un petit peu de crème. Puis ensuite, je dis qu'on met des gouttes tout autour, des gouttes qui ont du mauvais goût, et en focalisant sur le fait qu'il y a un mauvais goût, il va y avoir un mauvais goût dans la bouche, parce que ça c'est irrémédiable et on ne peut pas faire, et qu'on va l'aspirer. Le fait de focaliser et justement de faire de la distraction à ce moment-là, focaliser sur le mauvais goût, focaliser sur d'autres sensations que celui de l'injection, qui normalement voilà, peut être... et surtout si on utilise une injection qui est la plus lente possible. D'accord. Ça veut dire que c'est pas si on ce qui est le plus important, et c'est là où il y a des dispositifs qui sont assez intéressants, type le Quick Slipper ou le Slipper One, hein, même la différence entre les deux, c'est la rotation qui permet de faire de la transcorticale plus chez les grands, mais chez les enfants, par exemple, le Slipper One, il est très intéressant parce que comme l'injection, même en para-apical, comme l'injection peut être contrôlée électroniquement, elle est très très lente. Elle est beaucoup plus lente que celle avec le piston, qui au final est quand même relativement rapide. Et ça, c'est un truc que j'ai constaté avec ce type de dispositif électronique. C'est que le fait d'injecter très lentement, en fait, c'est plus ce qui fait mal, c'est plus la distanciation des tissus. Voilà. L'autre avantage du Slipper One, du Click Slipper, c'est le fait de l'avoir en prise stylo et avec des points d'appui très proches, plutôt que d'avoir un espèce de seringue qui arrive par en dessous, par au-dessus. Ils essayent de chercher qu'est-ce qui va m'arriver. Voilà. Si on distrait bien, il y a quand même un certain nombre d'enfants qui disent quand est-ce qu'on fait la piqûre. Après, quand Donc, ils sont habitués. ouais, une fois que l'anesthésie elle est finie, c'est qu'ils pleurent et qu'ils disent mais quand est-ce qu'on fait la piqûre? C'est assez amusant quand ça Je arrive. ne me suis pas rendu compte. Ouais. Ah, ils ne se sont tellement pas rendus compte qu'ils demandent. Ouais, tu les as tellement distraits, éloignés de ce stress de piqûre que du coup, ils l'ont oublié. Donc, du coup, par rapport en effet aux parents présents ou pas dans la salle d'attente, alors ça, je suppose que c'est quand même assez praticien dépendant, non? Je pense qu'il n'y a pas forcément de recette. Il y a pas de consensus sur la Ouais, présence ou non des parents. Lors de la première consultation, je pense que c'est de toute façon impossible de faire sans. Ça, voilà, c'est puisqu'on clair va que interroger, donc il y a de toute façon, il y a tellement de messages à passer aux parents, de séparer l'enfant du parent, l'angoisse de la séparation, surtout à 3 ans. c'est On une pourrait première. en réfléchir un peu plus tard différemment, mais Mais par surtout à contre, quand il y a 3 du ans. soin, dans les séances suivantes, lorsqu'il y a du Les soin, séances suivantes, moi, je prends toujours les parents avec.
D'accord. Parce qu'ils peuvent être quand même d'une assez grande aide et surtout, ils sont aussi témoins de ce qui se passe. Après, c'est vrai qu'il faut savoir expliquer aux parents ce qui va se passer, comment ça va se passer, anticiper les réactions des parents, anticiper les réactions un petit peu des enfants. C'est vrai que ça se passe sur les séances de soins, notamment les séances de soins qui sont difficiles. Mais voilà, leur expliquer bien leur place, si on les accepte. Parce que c'est ce qui me paraît, moi, j'ai toujours appris à être avec les parents et à faire avec les parents, en fait, hein, dans mon enseignement universitaire et post-universitaire. Donc, Et je sur un souhaite enfant très qui aurait rarement. tendance à faire un peu de comédie pour attendrir sa maman. Bah, au moins, la mère, elle est témoin. Elle voit ce qui se passe. D'accord. Après, ça m'est arrivé de mettre des parents dehors parce que c'était aussi les parents qui étaient assez insupportables et qui permettaient pas d'aider l'enfant à progresser. Ouais. Ou bien parfois, j'ai aussi arrêté le soin une fois en disant que de toute façon, si la mère ne me faisait pas confiance, elle pouvait aller faire confiance à quelqu'un d'autre. Ouais. Voilà, il y a cette relation et c'est vrai que l'odontologie pédiatrique, c'est assez compliqué de ce point de vue-là parce qu'il y a 3 personnes dans la relation et il faut réussir à trouver la place des 3 personnes en permanence, quoi. Okay. Bah, même 4 avec l'assistante aussi, quoi. D'ailleurs, l'assistante, du coup, tu la présentes à l'enfant, Ouais, l'assistante, c'est vrai que j'en ai pas parlé dans la présentation, Ouais, mais elle a un rôle primordial hein, parce bien que sûr. elle peut aider, elle aide à la distance. Parfois, c'est généralement même elle qui l'accueille peut-être en salle d'attente ou s'il y a des papiers administratifs à faire, si on n'a pas de secrétaire. Donc, déjà, le fait de l'appeler par son prénom, de plein de petites choses comme ça, l'assistante, elle a un rôle assez important dès l'entrée du cabinet. Puis ensuite, au fauteuil, bah, elle participe à la distraction, elle participe à gérer aussi parfois un peu les parents si on l'a formé pour ça. Après, il faut je me souviens de mon assistante que j'ai maintenant qui est parfaitement formée à ça. Bah, au démarrage, il a fallu bah, lui montrer, lui expliquer et en quelques jours, c'était bon. Elle avait compris ce qu'il fallait faire. Oui, elle avait adopté les bons gestes, les bonnes attitudes. Voilà. Juste pour rebondir un peu par rapport à des remarques de certains spectateurs, donc Dr Rosé nous fait part qu'il y a aussi le supplément 23 € qui peut s'ajouter à cet EPD sur un enfant en situation de handicap, que le score soit modéré ou majeur. Ce sera d'ailleurs le thème de notre prochaine conférence. Donc, c'est une... Voilà, il y a les complications, ouais, les consultations complexes et pour les patients présentant de handicap, là, c'est encore. C'est vrai que ça fait partie. Là, on est resté dans le cadre général, mais c'est vrai que c'est encore d'autres difficultés, les patients présentant des handicaps. Mais ça, c'est parfois plus agréable Ouais. pour certains de les faire parce que c'est aussi des enfants qui peuvent avoir beaucoup de recours chez d'autres praticiens et qui n'ont pas forcément d'appréhension à arriver chez le dentiste comme s'ils allaient chez le pédiatre ou à l'hôpital. J'en pense à certains. Après, c'est vrai que des handicaps, il y en a autant que d'enfants différents. Sur des remarques sur le brossage de l'enfant. Donc, un praticien nous fait part que pour lui, il est important, nous fait part de cette remarque, que pour lui, il est important de bien... souvent, les miroirs ne sont pas à la hauteur des enfants dans la salle de bain, et donc qu'il est important de faire comprendre aussi à l'enfant comment il doit soigner, et se brosser les dents, pardon, comment il doit se brosser les dents. Et donc, de donner comme conseil aux parents de mettre peut-être un petit miroir à la hauteur du jeune patient. Oui, c'est vrai que ça, c'est aussi des choses que j'explique aux parents, hein, de se mettre plutôt derrière l'enfant que devant l'enfant, parce qu'en fait, donc le fait de le mettre derrière, donc on peut par exemple prendre une petite tour, j'ai vu ça il n'y a pas longtemps, maintenant que je suis parent, d'une tour Mirador un petit peu pour les rehausser et les avoir à la hauteur et qu'ils puissent se voir dans les miroirs ou participer. Il y a des choses comme ça qui existent pour les enfants qui soient à la hauteur de nos meubles, en fait. Oui. Et donc, de se mettre derrière pour que comme ça, ils se voient à l'intérieur. Et il y a aussi le fait de la brosse à dents, quand on est devant, bah, c'est comme si là, je vous mets dans la caméra, c'est
c'est assez agressif en fait d'être devant. Et c'est vrai que beaucoup de parents, en fait, en se mettant devant, ils s'imaginent pas que cette tige qui arrive directement dans la bouche, l'enfant il peut en avoir un petit peu peur. Et moi, je suis d'accord avec avec le confrère que de se mettre derrière, de conseiller aux parents de se mettre derrière. C'est ce qui est d'ailleurs bien expliqué dans les vidéos canadiennes Ouais. que j'aime beaucoup parce que elle explique vraiment bien de se mettre derrière, d'avoir des bons points d'appui, d'expliquer à l'enfant pour participer justement à essayer d'améliorer Et, les choses. et une autre praticienne nous fait part du conseil d'insister sur que les parents se brossent en même temps que les enfants Ouais, de façon. le jeu, l'imitation, c'est vraiment des choses Oui, qui marchent. exactement. Une question sur est-ce que là visiblement, enfin ce que tu nous as montré comme vidéo, tu arrives à soigner les enfants installés de façon indépendante sur le fauteuil, mais est-ce que sinon on préconise aussi le fait de mettre l'enfant sur l'abdomen du papa ou de la maman? Ouais, ils peuvent s'asseoir s'ils sont plus rassurés sur les Quand ils parents. sont tout petits? On n'est pas fort. Bah, déjà, les tout petits, Ouais, à moins de 3 inférieurs ans. à 2 ans, on les soigne pas souvent sur le fauteuil tout seul. Ils sont mieux dans les parents. Ils sont mieux en fait pas dans les bras des parents parce qu'en fait, les parents assurent une certaine contention qui permettent d'essayer de faire des soins dans des conditions un petit peu moins Oui, oui. difficiles. C'est vrai qu'à partir de 3 4 ans, les enfants commencent quand même à devenir grands et installés sur les parents, on commence à être dans des situations où on n'est euh, pas forcément très confortable parce que le parent plus l'enfant dessus, on est souvent, voilà, on est obligé encore vraiment de se contorsionner. Déjà que c'est pas forcément toujours simple, mais c'est vrai que ça assure aussi quand même une certaine contention Ouais, quand ils ouais. sont sur les parents. Ils ont quand même leur odeur aussi. Après, ils ont la faculté de se tourner aussi très facilement la tête vers le parent et qui peuvent parfois nous compliquer la tâche. Ok. Très bien. Donc, on Mais essaie de c'est les une faire habituer à possibilité. ton fauteuil. Voilà. Ouais, ouais. J'ai déjà fait plus d'une fois. Ouais. Ouais. C'est beaucoup Alors, d'adaptation de soigner les enfants quand ça se passe pas forcément très bien. ouais. On a une remarque d'un spectateur, d'un praticien qui est ODF, donc en effet qui insiste sur le diagnostic des troubles orthodontiques. Donc moi je voulais juste réagir que sur notre conférence d'aujourd'hui, on s'était plutôt axé sur l'approche et puis sur la maladie carieuse et les premiers soins. On a évoqué les troubles d'anomalies structurelles, mais qu'en fait, il faudrait un autre webinar pour évoquer et les solutions que l'on peut apporter à ces traitements précoces. Donc, l'idée, c'était de faire bien comprendre que cet examen 3 ans était aussi important pour le diagnostic de ces anomalies et de les orienter, de savoir les orienter de façon très précoce chez un orthodontiste. Mais en effet, pour les solutions, on reviendra sur une prochaine peut-être conférence. Après, c'est difficile là pour réagir un petit peu. Je viens de lire le commentaire. C'est parfois difficile de trouver. Les parents sont toujours d'accord. Moi, je trouve d'aller vers l'orthodontiste. Hein, si on leur dit d'aller voir quelqu'un, un spécialiste, ils diront jamais non. La principale difficulté, c'est de trouver des ODF qui sont d'accord de les voir si jeunes. Ouais. Ça, c'est vraiment moi, ma plus grosse limite. Pour le coup, j'ai travaillé pendant 3 ans dans un cabinet avec un ODF et ils ne voulaient pas avoir les enfants avant 6 ans. Hmm. Donc, quand je voyais qu'il y avait vraiment des choses, eh ben, je les adressais chez quelqu'un d'autre que la personne qui était dans le même cabinet que moi. Parce qu'ils ne voulaient pas les voir. Et c'est vrai qu'il y a, il y a, il y a, il faut réussir à trouver et il y a peu de confrères ODF qui sont d'accord de les voir aussitôt. Je comprends, hein, autant qu'il y a très peu de dentistes qui veulent voir les enfants, c'est des difficultés particulières et donc il faut s'adapter et c'est pas toujours simple. Ok.
Très bien. On va terminer par une dernière question, mais qui est de façon un petit peu généraliste, qui ne concerne pas forcément l'enfant de 3 ans. C'est la première anesthésie, quid s'il y a allergie? Bah, de toute façon, on se retrouve sur les gestes d'urgence classiques. Voilà, c'est ça. Ça m'est pour le moment pas encore arrivé. J'espère que ça m'arrivera pas tout de suite, mais de toute façon, on peut pas trop le savoir. C'est vrai que dans les anesthésies, il y a des conservateurs, il y a les molécules en elles-mêmes qui sont, qui sont si je me souviens bien, euh, ma thèse était sur l'anesthésie locale, donc je me souviens des chiffres, les chiffres d'allergie étaient quand même relativement faibles. Je crois que c'était 1 pour 100 000 ou 1 pour 200 000, quelque chose comme ça. C'était assez rare, mais ça existe. Et c'est vrai que sur une première anesthésie, on ne peut pas le savoir, mais ça n'enlève pas que les problèmes qu'on peut avoir liés à la douleur en termes d'acceptation des soins par la suite, sont bien pires Ouais. que peut-être une fois. Bon, si, non, si l'enfant il a vraiment un problème cardio-respiratoire, c'est grave, mais c'est quand même peut-être suffisamment rare pour qu'on passe pas à côté de l'anesthésie. Et enfin, une dernière question, c'est comment expliquer les fluoroses aux parents, qui restent quand même très rares, hein, les fluoroses, hein, qu'on confond parfois avec des amylogénèses ou avec des Ouais, hypomyélinations. là, donc fluorose, là, sur le BD de 3 ans, le fluor passe très peu la barrière placentaire, donc les fluoroses sur les dents de 3 ans, elles sont inexistantes normalement, étant Ouais. donné que les dents se créent il faudrait que la mère ait pris beaucoup de fluor pendant la grossesse. Les dents temporaires, donc les dents qui sont à 3 ans, elles se mettent, pardon, elles se développent pendant la grossesse. Et ça, c'est des choses qui sont intéressantes quand on voit un petit peu les enfants, de savoir les périodes de minéralisation. Mm. Donc, les dents temporaires, les fluoroses, il y a peu d'explications à faire sur le BD de 3 ans. Mm. Si on s'intéresse plus aux enfants de 6 ans sur les premières dents permanentes, là où on peut avoir des fluoroses, parce que, en effet, si on leur a donné beaucoup de fluor pendant qu'ils sont petits, notamment ce qui était fait il y a quelques années avec des comprimés de fluor, avec le dentifrice qui était avalé, avec le sel fluoré, avec tous les compléments qu'il pouvait y avoir. Et c'est là où on s'est aperçu qu'il y avait des fluoroses. C'est facile d'expliquer qu'il y a des problèmes de ce côté-là. Mais c'est vrai que ça devient de plus en plus rare. Par contre, ce qui devient de plus en plus important, et là où on a un rôle, c'est à 6 ans, c'est le MIH. Ouais. Et même du Et coup, à 3 ans, si on s'aperçoit sur une molaire Et c'est ce que j'allais temporaire, dire, ouais, ouais, sur les molaires temporaires, des anomalies de structure qui ressemblent exactement au MIH, qui ne sont pas prédictifs, pour le moment, selon la littérature, qui ne sont pas prédictifs de MIH sur les dents permanentes, mais qui peuvent faire des lésions carieuses très importantes sur les dents temporaires. Mais voilà, comme les périodes de minéralisation sont communes pour canine, deuxième molaire et incisive première molaire permanente, en effet, ça peut être prédictif. ça peut être un indice en tout cas, Ça et peut on être un indice, ouais. peut Mais peut-être évoquer le problème et peut-être avertir les parents qu'à 6 ans, on pourra s'apercevoir peut-être c'est ça qu'il faudra être particulièrement vigilant. Voilà. Après, là, je m'aperçois, il y a pas mal de parents chez qui, donc c'est très bien parce que j'avais été peut-être assez alarmiste Ouais. sur des lésions des 5 temporaires. Et les 6, elles arrivent, elles n'ont rien. Et les parents, ils souffrent. Hein, ils Bah, en sont fait, vraiment contents, quoi. Mais on je les a pense que fait je les avais trop aussi bien. tellement motivés qu'ils reviennent. Vous m'avez dit de revenir dès qu'elle sortait. Je Ouais. suis revenu dès qu'elle sortait. Et il n'y a rien, heureusement. Euh, et j'ai un petit peu là. Ouais. Dans la littérature, c'est pas évident que ça soit prédictif, mais ça pousse à quand même une vigilance un petit peu accrue. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Ok. Bon, bah, écoutez, je pense on va s'arrêter là. Euh, donc, bah, je te remercie encore, Romain, d'avoir Merci participé pour l'invitation. Hein. à la 4e conférence. La prochaine aura lieu le 11 février, aura pour
titre la prise en charge des personnes à situation de handicap au cabinet dentaire, avec notamment l'explication de la grille APEX, et puis pareil, de l'approche que l'on peut avoir par rapport à ces personnes en situation de handicap. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention, et puis je vous souhaite à tous une bonne soirée. Voilà, merci. Merci. Au revoir.